Donc aujourd'hui, on aura le plaisir d'écouter Denis Laoureux, donc, qui est commissaire de l'exposition sur le Cercle des femmes peintres et Kiki Crèvecoeur. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos programmes, Denis est un habitué ces dernières années. Il y a quelques expositions avec lesquelles on a pu travailler avec lui, notamment assez récemment une exposition sur le Charles Doudelet, donc ce peintre symboliste gantois. Je vais pas parler beaucoup plus longtemps, je vais lui laisser la parole et donc on va vous présenter en gros l'historique de ce cercle d'artistes entièrement composé de femmes, un des premiers collectifs artistiques féminins d'Europe et le premier de Belgique si je ne dis pas de bêtises, donc il y a une durée de vie relativement courte, mais je vais laisser Denis faire ça mieux que moi. Donc je vous souhaite une bonne conférence. Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà, bon, apparemment ça fonctionne. Voilà, bonjour. Donc, on va passer une heure ensemble environ. Je me présente rapidement. Je m'appelle Denis Laoureux. Je suis historien de l'art. Je suis prof d'histoire de l'art à l'ULB. Je m'occupe des matières relatives à l'art moderne et contemporain. Et effectivement, il m'arrive de concevoir des expositions en lien avec les musées, dont le musée Rops. Et je me suis en effet occupé de cette exposition sur le cercle des femmes peintres, dont je vais vous parler maintenant. Voilà, ceci étant dit, donc moi je vais vous parler de ce collectif, qui est un collectif qui est créé, qui a effectivement une existence assez brève. C'est un groupe qui se crée en 1888. Il a duré 5 ans, puisqu'il aura sa dernière exposition en 1893, donc 88-93. Mais c'est quand même c'est 5 années, donc ça c'est bref, mais c'est un moment qui est quand même un moment charnière à plus d'un titre. Sur un plan strictement chronologique, c'est quand même intéressant de constater que 1888, pour contextualiser un peu les choses, 1888, c'est quand même le scandale de ce qu'on a appelé l'affaire Popelin, qui était en fait une avocate qui s'était formée au droit à l'ULB, je pense, qui a fait un cursus complet en droit, qui termine son cursus en 1888 et qui se voit interdire l'accès au barreau. Donc naturellement, comme il était outillé, il ne s'est pas laissé faire et il y a beaucoup de remous qui vont sortir suite à cette affaire Popelin, donc du nom de cette avocate qui a fait un cursus complet mais qui s'était vu refuser l'accès au barreau. Et tous ces remous vont aboutir. Donc ça commence en 1888, l'année du premier salon du Cercle des femmes peintres, et tous ces remous vont aboutir à la création en 1893 de la Ligue de défense des droits de la femme en 1893, c'est-à-dire l'année même du dernier salon du Cercle des femmes peintres. Donc tout est assez contemporain et on verra, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Je pense qu'il y a une dimension féministe plus ou moins assumée dans ce collectif. Alors peut-être on peut passer au slide suivant, Giuseppe, s'il te plaît. Voilà, donc pour vous en parler, je- pour introduire un petit peu ce que je vais vous dire sur ce groupe, je voulais faire allusion à ce tableau d'Alix Danton que vous pourrez voir dans l'exposition, qui est le tableau qu'on a utilisé pour les supports de communication de l'exposition. Donc c'est le tableau qu'on voit sur l'affiche, sur les flyers, un peu partout, sur tous les supports de com. C'est un tableau en fait que je trouve assez intéressant et assez subtil, dont je vais vous dire quelques mots en guise d'introduction. Donc Alix Danton, et c'est une peintre qui se forme dans divers ateliers privés, puisque à l'époque, l'enseignement en académie n'était pas mixte. Enfin, la mixité commence en 1889. Donc, elle se forme essentiellement dans des ateliers privés, en Belgique d'abord, et puis en France ensuite. Elle va notamment se former auprès de Puvis de Chavannes, qui est un peintre fin de siècle français, qui a une certaine notoriété. Et donc, elle réalise ce tableau dans l'atelier de l'artiste ou les aquarellistes, qui est intéressant parce que c'est une scène d'atelier où on voit 4 artistes échanger autour de, de peintures qui sont réalisées à l'aquarelle. Alors, vous voyez toutes les 4, on voit la boîte d'aquarelle qui se trouve à gauche du tableau. Et en fait, on voit qu'en fait,
elles échangent autour de ces peintures qui sont réalisées à l'aquarelle et qui sont des paysages. Donc, celle qui tient l'œuvre, c'est donc un paysage peint à l'aquarelle sur papier, plutôt un petit format. Et donc, elles échangent autour de ça. C'est une scène d'atelier qui est déjà en train d'indiquer quelque chose, à savoir que la pratique de la peinture par les femmes au XIXe siècle est plutôt orientée vers l'aquarelle. C'est-à-dire que la peinture à l'huile était une discipline qui était traditionnellement considérée plutôt comme une discipline masculine, à tort en réalité, parce que quand on commence vraiment à entrer dans le détail, il y a eu beaucoup d'artistes femmes qui ont fait de la peinture à l'huile et de très bonne qualité. Et d'ailleurs, toute l'exposition en est la démonstration et ce tableau en est la démonstration. Mais bon, ce tableau est une sorte de témoignage, si vous voulez, voilà, déjà de la place de la femme dans le monde de l'art. Vous êtes une femme, vous avez une vocation artistique, vous allez faire de l'aquarelle et du paysage. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le tableau est exactement le contraire, ou en tout cas est très différent de ce qu'il montre. Puisque le tableau en question, c'est pas de l'aquarelle, c'est de la peinture à l'huile. Donc l'artiste nous fait la démonstration de sa maîtrise de la peinture à l'huile. Ce n'est pas du paysage, c'est une scène de genre, donc une histoire qui se déroule plutôt dans un cadre domestique. Et surtout, c'est pas un petit format, c'est plutôt un grand format. Alors, j'ai pas mis les dimensions, mais c'est un tableau qui est quand même un tableau pas monumental, mais c'est quand même un format consistant. Et donc, ce tableau met en scène des artistes femmes qui font du paysage à l'aquarelle sur des feuilles en papier de petit format, mais en réalité, le tableau lui-même est un grand format, pas à l'huile, et c'est pas du paysage, c'est une scène de genre. Donc, vous voyez, de manière extrêmement subtile, l'artiste nous dit quelque chose sur le statut de l'artiste femme, mais en même temps, elle, c'est pas ce qu'elle fait. Donc, tout de suite, là, par ce décodage-là, on a déjà une idée de l'ambition de cet artiste, Alix Danton, sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard. Alors, on peut passer au slide suivant, Giuseppe. Alors, voici ce que j'avais envie de vous dire. Donc, concrètement, quelques points. Donc, je vais te parler de ce tableau un peu pour poser le sujet. J'allais vous donner quelques chiffres. D'abord, premièrement, sur ce cercle des femmes peintres. Ensuite, je voudrais vous parler peut-être vraiment des rouages de ce groupe. Donc, c'est vraiment un collectif qui s'est créé. Comme d'autres collectifs, il y avait à partir des années 1860 en Belgique, on va voir pas mal de collectifs qui se créent. Et là, c'est un groupe qui se crée en 1888. Je vais donner quelques explications sur les rouages du groupe. Ensuite, troisièmement, je vous parlerai de ce qu'ils ont fait, des actions qu'ils ont menées, donc des salons qu'ils ont organisés et des expositions auxquelles ces artistes ont participé. Je voudrais notamment vous parler d'une exposition qui a lieu aux États-Unis, à Chicago, dans un contexte un petit peu particulier. Et enfin, pour terminer, cette petite heure qu'on va passer ensemble, enfin les 50 minutes, trois quarts d'heure qui nous restent à passer ensemble, quelques trajectoires singulières que j'ai choisies simplement parmi les artistes dont j'avais envie de vous parler. Alors peut-être le slide suivant, Giuseppe, s'il te plaît. Donc déjà, ce qu'on peut dire, alors en fait le collectif, donc quelques chiffres sur le collectif, donc c'est un groupe qui, je le répète, est créé en 1888, donc il a une existence assez brève, mais en dépit de la brièveté de son existence, il organise 4 expositions qui au départ devaient être annuelles, là il y en aurait eu 4, donc en 88, en 90, en 92, en 93, en 89, il n'y a pas eu d'exposition, et en 91 non plus. Donc, 4 expositions. Ce sont des expositions qui ont rassemblé tout de même près de 90 artistes, 88 pour être précis, donc c'est pas léger, hein, c'est quand même 88 membres, ce n'est pas 88 participantes, c'est pas rien. Donc, 4 salons organisés par le Cercle des femmes peintres qui rassemblent sur les 4 salons 88 artistes pour être précis, essentiellement des peintres. Il y a un petit peu de sculpture, mais c'est surtout de la peinture. C'est en grande majorité des artistes de nationalité belge. Enfin, il y a 80% de Belges en réalité et 20% à peu près, 20% d'artistes d'origine étrangère. Parmi les artistes d'origine étrangère, c'est surtout des artistes qui viennent des Pays-Bas,
un peu de France, mais surtout des Pays-Bas. On peut imaginer que la maîtrise du néerlandais devait probablement, et la proximité géographique bien sûr, devait probablement faciliter les échanges, mais pas que, puisqu'on le verra à travers un exemple parmi les trajectoires dont je vous parlerai, une artiste qui s'appelle Marie Eyermans, qui est d'origine hollandaise. Les académies en Hollande étaient ouvertes aux femmes, en fait. Les académies hollandaises étaient mixtes, et ce qui explique peut-être pourquoi il y a eu beaucoup d'artistes femmes aux Pays-Bas, et elles ont trouvé dans les événements belges un espace pour montrer leurs tableaux. Donc quand même, 88 artistes, essentiellement des Belges, et 80% de Belges, 20% d'artistes étrangères. Et environ, sur les 4 salons, il y a eu environ 400 œuvres qui ont été exposées. Donc ça fait à la grosse louche en moyenne une centaine par salon. Alors au début, il y en avait plus. Le dernier salon, il y en avait un petit peu moins. Je dirais d'emblée que c'est conforme à ce qui se pratique dans les collectifs qui sont des collectifs essentiellement masculins. Donc l'équivalent masculin, vous prenez le groupe des 20, le célèbre groupe des 20, qui est contemporain du Cercle des femmes peintres. On est dans un même ordre de proportion. Alors il y a moins d'artistes, parce que c'est 20 artistes belges et 20 invités, donc ça fait 40 artistes, donc il y a un petit peu moins, mais encore que, c'est pas parce qu'il y a 88 membres au Cercle des femmes peintres qu'elles sont 88 à exposer à chaque salon, en fait. Donc on est vraiment dans un même ordre de proportion. Donc, le cercle des 20, les salons du cercle des 20 sont, je dirais, donc, au niveau de l'amplitude, comparable à ce qui se fait à ce qui se faisait notamment au groupe des 20. Il est à noter que les expositions avaient lieu dans une institution qu'on appelait à l'époque le Musée moderne, qui était une sorte de palais des beaux-arts de l'époque, qui se trouvait dans le complexe qui abrite actuellement les musées royaux des beaux-arts et la bibliothèque royale. Si je ne me trompe pas, c'était là où se trouve actuellement le cabinet des estampes. Donc quand vous êtes sur la place royale, c'est en bas, là où il y a, je pense, le cabinet des estampes. Il faudrait vérifier, mais je pense que c'était là que ça se passait. Et donc voilà, donc 4 salons qui ont lieu au même endroit que les expositions du groupe des 20 et à peu près au même moment, parce que le groupe des 20, c'est 83-93. Donc on est à peu près dans la même fourchette chronologique. En revanche, bah, ce sont des artistes dont on a très très peu parlé, et c'est un collectif sur lequel personne n'a jamais réellement travaillé. Je ne suis pas le premier à m'être intéressé. En réalité, tout le mérite d'avoir remis le Cercle des femmes peintres dans la boucle de la recherche revient à ma collègue Alexia Creusen, qui était une historienne de l'art, qui a fait sa thèse sur les artistes femmes au 19e, qui a publié un livre excellent d'ailleurs sur ce sujet, mais c'est un ouvrage assez général sur les artistes femmes au 19e, Alexia Creusen, qui n'est plus du tout active comme scientifique maintenant, par ailleurs. Elle a tourné le dos au monde académique et elle a bien raison de s'être lancée dans une carrière d'artiste elle-même. Donc voilà, elle est devenue, pour travailler sur les artistes femmes, elle est devenue artiste elle-même. Et c'est elle qui a redécouvert ce cercle des femmes peintres, dont j'ai moi découvert l'existence en lisant son livre. J'ai voulu en savoir davantage et je me suis aperçu que c'était quand même un groupe assez ambitieux. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour les chiffres. Alors, le slide suivant peut-être. Ah ben voilà, quelques chiffres, oui, j'avais oublié ça, que j'ai pas la maîtrise du PowerPoint en fait, donc j'ai pas la main sur l'animation, mais peu importe. Donc quelques chiffres, ça c'est ce que je viens de vous donner. Et effectivement, voilà. Donc entrons maintenant peut-être dans la description des rouages du groupe. Eh bien, c'est un collectif qui a été essentiellement animé par une artiste aujourd'hui oubliée qui s'appelle Mary Gasparoli, euh, qui est l'auteur de ce tableau que vous avez ici à l'écran, qui est une peinture florale qu'on peut voir à l'exposition, qui appartient au musée de Gand, qui nous a été aimablement prêté. Gasparoli, en fait, c'est quelqu'un qui est né en 1856, donc elle fait partie de ce qu'on pourrait appeler la génération de 1860, donc c'est la génération de tous les de Fernand Knopf, de James Ensor, de Maeterlinck en littérature, de Verhaeren en littérature. C'est vraiment cette génération de 1860 dont elle fait partie, mais côté féminin. On lui doit essentiellement de la peinture florale, donc beaucoup de nature morte, de composition florale. Elle s'est formée dans un atelier privé, puisqu'elle n'avait pas accès, comme je le disais tout à l'heure,
à l'enseignement en académie. Les écoles d'art ne s'ouvriront aux femmes que très progressivement à partir de 1889. Donc Gasparoli se forme en fait dans un atelier privé, notamment d'un peintre belge qui était installé à Paris, qui s'appelle Alfred Stevens, que Robes connaissait bien et que Robes détestait d'ailleurs. Et donc voilà, Stevens avait un atelier de peinture pour dames, et donc avec lequel il avait un certain succès d'ailleurs, et beaucoup de femmes suivaient ses cours dans son atelier parisien. Et naturellement, ce n'était pas gratuit, donc il fallait quand même avoir des moyens pour pouvoir assumer les frais d'inscription. Mais en tout cas, c'est là qu'elle se forme, et c'est un détail qui est quand même important parce que je pense que c'est là qu'elle va tisser beaucoup de relations avec des artistes qu'elle va, entre guillemets, recruter pour le cercle des femmes peintres. Donc il y a un effet de réseau qui va être assez important et qui commence en fait dans les ateliers privés. Ce qui est la grosse différence d'ailleurs, enfin c'est une des différences avec des groupes masculins comme le groupe des 20. L'origine du groupe des 20 se trouve à l'académie, en grande partie à l'Académie royale des beaux-arts. Donc l'origine du groupe des 20 est scolaire en réalité, alors que l'origine du cercle de femmes peintres ne peut pas être scolaire, puisque les femmes n'étaient pas scolarisées du point de vue de l'art. Elles se formaient dans les ateliers privés comme celui d'Alfred Stevens, et c'est là que Marie Gasparoli s'est formée. C'est elle qui est vraiment l'âme et le moteur du cercle des femmes peintres. D'ailleurs, dans les catalogues qu'on a retrouvés, c'est même son adresse en fait qui est donnée à la fin du catalogue. Donc c'est elle qui gérait toute la com, toute la logistique, et même au début la comptabilité. Et puis c'était un poil too much pour elle, donc elle a cédé la comptabilité à une de ses collègues. Euh, Picturalement, comme artiste, elle est active entre 1887 et le milieu des années 1890. Donc elle a, on va dire, une dizaine d'années comme d'activité comme artiste, pardon. On a retrouvé sa trace essentiellement dans les salons triennaux, ce qu'on appelle les salons triennaux. Donc, le salon est en fait une exposition générale d'art, essentiellement de peinture, mais aussi de sculpture et de dessin et de gravure, qui avait lieu à Bruxelles, Gand et Anvers en alternance. Donc, chaque année, il y avait un salon, mais en alternance. Donc, c'est une fois tous les 3 ans à Bruxelles, une fois tous les 3 ans à Anvers, une fois tous les 3 ans à Gand. Il y avait aussi un salon à Namur, à Liège, bien sûr, et à Mons, à Malines, Bruges, donc dans la plupart des villes, il y avait aussi un salon. Donc elle tourne essentiellement dans le circuit des salons belges. Et donc, elle est la secrétaire du Cercle des femmes peintres. C'est elle qui gère vraiment toute l'administration du collectif. Donc, c'est un rouage important. Oui, slide suivant. Voilà. Alors, en fait, il y a deux composantes. Donc, c'est assez structuré, hein, le Cercle des femmes peintres. Vous avez les membres honoraires. Là, je vous ai mis, c'est un extrait d'un catalogue. Je vous ai mis toute la liste des membres. Alors, on ne va pas les détailler tous. Je vais juste en pointer deux. Peut-être, tu peux activer le. Oui, encore. Encore. Voilà, c'est ça. Stop. Donc là, je vous entoure Portals. Portals, c'est un prof de peinture, en fait, qui était prof de peinture, directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, mais aussi quelqu'un qui animait un atelier privé dans lequel se sont formés plein d'artistes, et notamment des artistes femmes. Donc, ces artistes dont je vous parle sont en partie formés, en fait, par les gens qui donnaient cours dans les écoles publiques, mais ils avaient aussi un atelier privé. Donc, en fait, finalement, les femmes et les hommes ont les mêmes profs, sauf que certains se sont formés dans l'école publique parce qu'ils y avaient droit, masculin, donc, et d'autres, les femmes, étaient formées, mais en gros par les mêmes artistes, mais plutôt dans des ateliers privés. C'est le cas de Portals, où c'est encore le. Alors, ça, c'est le premier nom que je voulais souligner. Alors, tu peux. Ouais, voilà, merci. Et alors, un autre nom que j'avais envie de mettre en évidence parmi cette longue liste, Arthur Stevens, qui est donc le frère d'Alfred Stevens, dont on vient de parler, avec son atelier pour dames, et qui a formé aussi beaucoup d'artistes sur Paris. Stevens, Arthur, est un marchand en réalité. Donc c'est quelqu'un qui apparaît dans cette liste-là, et on voit déjà que la présence d'un marchand, c'est même pas bête d'avoir mis un marchand parmi les membres honoraires, parce que on verra que l'ambition, comme la plupart de ces collectifs d'ailleurs, est une ambition qui est aussi une ambition commerciale. Bien sûr, il s'agit
de montrer des tableaux, mais voyez-vous, nous, historiens de l'art, nous avons généralement une vision encore très romantique de ces collectifs. Nous avons une vision très anti-système, en fait, de ces collectifs. Ils n'étaient pas du tout anti-système, ils étaient en réalité parfaitement intégrés au système. Et comme on a une vision assez romantique, on pense que les collectifs sont les fers de lance d'une opposition à un ordre établi. En réalité, ils font partie de cet ordre et de ce système. Et on n'a pas envie de voir que l'objectif n'est pas du tout d'avoir une posture anti-système. L'objectif, c'est surtout, enfin, c'est aussi de montrer des tableaux dans le but d'écouler leur production de manière commerciale, de vendre les tableaux, simplement de les vendre et d'accéder à un marché qui est un marché parallèle au marché officiel qui est en train d'émerger. C'est l'époque où les premières galeries sont en train de voir le jour. Et donc, les collectifs ne veulent pas rater ce nouveau marché qui apparaît. Donc, il faut s'entourer de marchands, de galeristes. Et c'est le rôle que joue ici Alfred Stevens. Donc, je pense que le Cercle des femmes peintres avait aussi une ambition commerciale. On aura l'occasion peut-être d'y revenir. Enfin, vous voyez qu'il y a une commission, il y a une commission et des membres. Donc, la commission, ben là, on voit la vice-présidente Eugénie Beauvois et la secrétaire Gasparoli dont je viens de vous parler. Eugénie Beauvois, elle est intéressante parce que c'était c'était l'épouse d'un autre peintre qui s'appelle Edmond Lambriche, qui a été le secrétaire d'un autre collectif qui s'appelait la Société libre des beaux-arts, qui était un collectif belge, un des tout premiers d'ailleurs, fondé en 1868, dont Félicien Rops était le vice-président. Société libre des beaux-arts, vice-président Félicien Rops, secrétaire Edmond Lambriche, le mari de cette Eugénie Beauvois. Pourquoi j'en parle? Eh bien parce que Eugénie Beauvois, dans la mesure où son mari était secrétaire de ce collectif, la Société libre des beaux-arts, qui est un des tout premiers en Belgique, ben, c'est qu'elle était habituée, elle maîtrisait les rouages de ce genre d'organisation, elle maîtrisait parfaitement les rouages du monde de l'art, donc je ne suis pas du tout étonné de la retrouver ici comme vice-présidente de ce cercle des femmes peintres. Et enfin, il y a des membres qui devaient, alors leur fonction n'est pas évidente à identifier, parce qu'il n'y a pas des tonnes d'archives, donc il y a un certain nombre de membres voilà, qui devait probablement participer financièrement, sans doute, aux activités du cercle et qui devaient probablement donner de leur personne en termes de logistique, d'accrochage et de placement des œuvres. Alors peut-être pour revenir juste, parce que j'y pense sur les membres honoraires, bon, il y a quand même entre guillemets du beau monde, hein, la baronne, je ne vois pas bien parce que je ne connais pas tous de Mévius, le comte d'Outremont, enfin, il y a toute une série de personnes, la baronne de Vidermont, toute une série de personnes qui sont issues de la noblesse, qui sont là pour donner une forme de crédit, si vous voulez, social à l'opération. Et c'est pas rien. C'est pas rien parce que ça explique peut-être pourquoi, notamment une personne sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard dans mon exposé, qui est la comtesse de Flandre. La comtesse de Flandre, que Robes, qui est quelqu'un de la noblesse, que Robes connaissait bien, puisqu'elle était, je pense, présidente de la Société des aquafortistes, dont fondée par Robes. Et c'est quelqu'un qui a joué un rôle, qui est elle-même artiste, qui a joué un rôle notamment quand il va s'agir de sélectionner des artistes femmes pour l'exposition universelle de Chicago dont je parlerai tout à l'heure. Et donc je pense que la présence de membres prestigieux, on va dire, et appartenant à l'aristocratie dans les membres honoraires, des choses qui ont dû rassurer ou en tout cas euh, amener cette comtesse de Flandre à visiter les salons du cercle des femmes peintres sur lesquels elle prendra appui lorsque l'État belge lui demandera de constituer le contingent d'artistes qu'on enverra à Chicago en 1863. Voilà. Alors, à droite, avant de passer au slide suivant, ça, je viens de retomber là-dessus. C'est vraiment caramba. Dommage que je n'ai pas découvert ça dans le contexte de la préparation d'exposition. C'est une médaille, figurez-vous. La médaille frappée à l'effigie du Cercle des femmes peintres. J'ai retrouvé ça dans les collections du musée du Carnavalet. Voilà, il y avait une médaille apparemment, donc elles avaient prévu de médailler certaines membres. Ça se faisait beaucoup hein, dans les salons officiels. Dans les salons à l'époque, certains artistes étaient médaillés. Voilà, c'est une récompense qui était octroyée. Voilà, ça ne se fait plus beaucoup aujourd'hui. On décerne d'autres formes de prix. Mais alors, donc d'une face, sur un côté, on voit
voilà l'effigie, les lauriers du cercle des femmes peintres. Et sur l'autre face, on voit deux angelots, dont l'un porte un marteau de sculpteur et l'autre porte une palette et un pinceau. Voilà un petit détail mais qui montre le caractère quand même assez organisé. Alors, slide suivant. Alors, du coup, bah, comment ce cercle des femmes peintres s'est constitué? Comment est-ce que Gasparoli a pu recruter finalement ces presque 90 artistes? Comment se fait-il que ces artistes se soient regroupés? Parce que si on compare avec d'autres collectifs, bah, le célèbre groupe des 20 qui lui est contemporain, bah, là, les 20, je résume, mais en gros, c'est une vingtaine d'artistes belges qui se côtoyaient euh, essentiellement à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Ils se mettent ensemble, ils sont une vingtaine, ils forment un collectif et ils se disent que pour chaque exposition annuelle, chacun des 20 membres va inviter un membre étranger. C'est ainsi que le cercle des 20 a été un peu le creuset de toutes les avant-gardes qui traversent l'Europe. C'est ainsi que Van Gogh va exposer à Bruxelles, Rodin, Monet, Signac, Seurat et tant d'autres. Signac, je ne suis pas sûr, mais Seurat, euh, par le biais de ce système d'invitation. Donc là, le fonctionnement est très simple à identifier. En revanche, pour le cercle des femmes peintres, c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne fonctionnait pas comme ça. Donc je me suis demandé, mais comment est-ce qu'elles se sont recrutées? Comment est-ce qu'elles se sont connues? Alors j'ai un peu fait le tour finalement de tous les réseaux de sociabilité qui m'amènent à dire, voilà, à voir comment elles se sont rencontrées, comment ce groupe s'est constitué. Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, le premier point, c'est certainement les ateliers privés. Donc, vous avez ici à gauche de l'écran une photographie de notre ami Alfred Stevens. Voilà, en habit d'époque avec son chapeau de forme. Je vous dis, Stevens, c'est un très grand nom de la peinture fin de siècle. Voilà, quelqu'un qui a une grosse notoriété, très actif comme peintre, mais actif aussi comme responsable de cet atelier qui portait son nom. Et dans cet atelier, on pouvait voir Gasparoli, dont on a parlé tout à l'heure, mais pas que. Il y avait également Louise de M, dont vous pouvez voir ici ce retour de la procession, qui est un tableau qui sera aussi envoyé à Chicago par ailleurs en 1893. Donc Louise de M se forme chez Alfred Stevens, ou encore Bert Haar, qui est plutôt quelqu'un qui fait de la nature morte et la peinture florale, comme vous le voyez ici. Donc Bert Haar, Louise de M, Mary Gasparoli, et il y en a d'autres encore qui fréquentent cet atelier de Stevens. Donc voilà, on peut se dire légitimement, elles sont au même endroit, au même moment. Gasparoli les fréquente dans l'atelier d'Alfred Stevens, donc il ne serait pas étonnant que le cercle de femmes peintres trouve une ramification, si vous voulez, dans l'atelier de Stevens. Alors, slide suivant. Autre exemple, c'est l'atelier de Portals, ça dont je parlais tout à l'heure. Donc voici ici une photo de Portals. Alors là, il y a moins d'artistes quand même. Là, je vous en ai cité deux, Sophie Pire et Camille Triest van Mulders, deux artistes alors complètement oubliés aujourd'hui. Toutes les autres sont aussi oubliées aujourd'hui, mais elles sont pas, elles sont un niveau en plus dans l'oubli, parce que pour ces artistes-là, on n'a même pas retrouvé de tableau, quoi. Enfin, Camille Trieste, on en a retrouvé. Ah, attention, 30 secondes. Camille Trieste, on en a retrouvé un, mais qui n'a pas été prêté pour l'exposition. Donc voilà, bref, Portals, très certainement un élément aussi dans la ramification. Donc, slide suivant. Autre atelier privé très important, c'est l'atelier Blanc-Garin, qui est un atelier qui se trouvait, si je ne dis pas de bêtises, à Scarbeck, qui est un atelier qui a quand même drainé pas mal de monde. Alors c'est intéressant parce que là, on a une vue de cet atelier Blanc-Garin, pardon pour la photographie qui est de très mauvaise qualité, c'est un tableau qui est peint par une Finlandaise qui s'appelle Dagmar de Furugelm, qui a donc représenté, donc c'est comme ça qu'elle s'appelle, Dagmar de Furugelm. Elle a représenté cet atelier de Blanc-Garin en 1800. C'est un tableau qui date plus ou moins de 1890 et c'est un tableau qui a été exposé au Salon du Cercle des femmes peintres en 1893. Donc elle montre l'atelier Blanc-Garin et ce tableau-là a été exposé. Il est actuellement conservé à la maison communale de Scarbeck et Dagmar de Furigen va rester 5-6 ans à peu près en Belgique et puis elle va poursuivre sa carrière en France. Et eh bien, en fait, il y a plein d'artistes qui se sont formés dans cet atelier, d'artistes masculins, mais féminins aussi. C'est un lieu de sociabilité quand même et de formation important. Là,
je ne peux pas vous en parler beaucoup parce qu'on sait peu de choses finalement sur cet atelier. Il faudrait un jour qu'un étudiant se saisisse du sujet et fasse un mémoire là-dessus. Il y a un beau sujet à mon avis. C'est notamment là que Dagmar de Furugem se forme, mais il y en a plein d'autres. Et parmi toutes celles qui se forment là, il y a notamment Marguerite Verboekhoven, que vous voyez ici à droite de l'écran, qui elle est plutôt issue d'une famille de peintres. Hein. Les Verboekhoven, c'est vraiment une dynastie de peintres. Tout le monde est peintre chez Verboekhoven, voilà, tout le monde est peintre. C'est plutôt de la peinture animalière d'ailleurs qu'ils font. Le grand-père était spécialisé dans la représentation de moutons, figurez-vous, avec un gros marché quand même pour la représentation de moutons. Il y avait une clientèle pour ça. Et tout le monde est peintre chez Verboekhoven, sauf le père de Marguerite Verboekhoven. Il n'est pas peintre, il est éditeur, figurez-vous, et il a notamment édité Victor Hugo. Alors, Victor Hugo a été édité, je crois que c'est Les Misérables qui ont été édités chez Verboekhoven. Bref, donc Marguerite Verboekhoven se forme à l'atelier Blanc-Garin. Et c'est d'ailleurs l'exposition du Cercle des femmes peintres qui va lancer sa carrière. Et Verboekhoven est quelqu'un qui va se tenir un petit peu en marge en fait du système officiel. Elle va plutôt exposer dans des cercles privés, dans des galeries. Voilà, donc quelqu'un qui a une vraie carrière, hein, vraiment une carrière tout à fait impressionnante, tout à fait intéressante, oubliée vraiment avec regret parce que c'est une artiste vraiment intéressante à redécouvrir. C'est quelqu'un qui va se spécialiser, même si le tableau ne le montre pas ici, mais les deux tableaux qu'on a choisis pour l'exposition, ce sont ce qu'on appelle des nocturnes, c'est-à-dire des tableaux qui montrent comment la nuit transforme notre perception du paysage, comme si la nuit agissait comme un pinceau, si vous voulez, qui transforme le paysage en une sorte de projection de l'âme, de décor de l'âme. Ça se présente de manière très vaporeuse, comme un souffle sur une vitre, très flou, très mystérieux, avec des lumières étranges. Un tableau, généralement, c'est plutôt des tableaux qu'on associe au symbolisme. C'est très inspiré d'un peintre américain qui s'appelle Whistler, qui est un peu l'invention du nocturne. Voilà, donc Verboekhoven va se positionner sur ce qu'on appelle le whistlerisme, et donc elle va apporter une contribution féminine à cette peinture d'inspiration whistlerienne. Voilà, slide suivant. Alors, une autre source de recrutement, c'est les collectifs. Là, il y a beaucoup d'autres collectifs. Ben, il y en a un, évidemment, on ne peut pas passer à côté, c'est l'Union des femmes peintres et sculpteurs, qui est un collectif français. C'est même, je pense, peut-être le premier collectif 100% féminin, créé en France en 1881, dont faisait partie notamment Félicie Putzeis, qui est une liégeoise, Rosa Jane Lee, Rosa Jane Lee, dont je vous parlerai tout à l'heure dans la partie sur les trajectoires, et Alice Rohner notamment. J'en ai repéré trois, mais il y en a peut-être plus, qui sont trois femmes qui sont dans l'Union des femmes peintres et sculpteurs et qu'on va retrouver dans le cercle des femmes peintres. Donc probablement qu'elles se sont connues là. Un autre cercle, c'est un cercle, le cercle Hals Ich Kann, où on retrouve Rose Jane Lee, on retrouve Alice Rohner, donc on voit que manifestement elle circule un petit peu dans tous les collectifs. Ça, ce sont des collectifs. Le Hals Ich Kann, c'est un collectif mixte. Hein. La Société nationale des aquarelistes et pastellistes de Belgique, on va retrouver, alors là aussi c'est un collectif mixte, on va retrouver Bertard, dont on parlait tout à l'heure, Marie de Bièvre, dont je vous montrerai un tableau tantôt, Louise de M, dont on a également un petit peu parlé, Pauline Jamard, qui est une liégeoise. Donc, tous ces artistes se fréquentent dans ce collectif et arrivent aussi au Cercle des femmes peintres. On voit que ça circule, on voit que ça tourne beaucoup, et on voit qu'à un moment donné, elles ont dû se dire, bon, allez, ça suffit comme ça maintenant. On se constitue en collectif et on prend en charge notre destinée. Pourquoi je dis que ça suffit comme ça? Eh bien parce que, et c'est le dernier point qu'il y a dans ce slide, vous voyez, elles ne sont pas dans le groupe des 20. Et c'est peut-être l'occasion maintenant de dire que quand même le groupe des 20, on en parle beaucoup, mais ils ne se sont quand même pas illustrés par leur ouverture à la contribution des artistes femmes. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans les bonnes années, statistiquement, c'est 1%. Hein, donc c'est pas énorme. Alors que dans les salons dont je vous parlais, les salons triennaux, eh bien, dans les bonnes années, ça aussi entre 12, les bonnes années, hein, ça aussi entre 12 et 15% de présence féminine. Donc, dans les salons organisés par les pouvoirs publics, on a entre 12 et 15% de présence féminine. Dans les salons privés organisés par un collectif comme le groupe des 20, c'est 1%. Donc, le gap est quand même assez énorme.
Vous allez me dire que 15%, c'est quand même très loin de la parité, ce qui est vrai. 15%, c'est pas 50, mais il faut se replacer dans dans le contexte de l'époque, hein. C'est vrai que 15%, c'est pas 50, mais enfin, on a eu ce genre de discussion dans le contexte de la soutenance d'une thèse de doctorat qui a eu lieu à l'ULB. Il faut quand même pas oublier que si on regarde ce qui se passe dans d'autres secteurs de la société belge, ben, le nombre de personnes de femmes au barreau, ben, c'est 0%, hein. L'affaire Popelin en est l'expression. J'ai un peu sondé mes collègues quant à savoir, dans la même période, entre 88 et 93, le pourcentage de femmes profs à l'ULB. La représentativité des femmes dans le corps académique de l'ULB, au même moment, c'est zéro. Zéro. Donc 15%, c'est loin de 50, mais c'est quand même beaucoup plus que zéro. Donc voilà, tout ça pour dire que, alors il y a beaucoup à dire là-dessus, il est possible que l'art ait été vu comme un espace de transgression, comme un espace qui permet, comme une activité qui permet de transgresser une norme sociale selon laquelle, et soyez assurés que je n'exprime pas ici mon point de vue, j'exprime ici les mentalités de l'époque, une norme sociale selon laquelle l'espace naturel de la femme, c'est le foyer, et la mission de la femme serait de faire des enfants et de s'en occuper. Donc, soyez assurés que ça n'est évidemment pas mon point de vue ici personnel, mais voilà, donc à partir du moment où il est considéré dans les mentalités du 19e siècle que la femme doit rester à la maison et s'occuper des enfants, ben, c'est forcément pas compatible avec une vocation artistique. Raison pour laquelle, et puis je ferme la parenthèse, raison pour laquelle la plupart de ces artistes, pas toutes, mais quand même beaucoup, beaucoup, dans des proportions vraiment significatives, sont en réalité célibataires et sans enfants. Donc, quand même un prix social fort à payer pour l'accomplissement d'une vocation artistique. Voilà, slide suivant. Enfin, pour terminer, comment s'est fait le recrutement avant d'entrer dans la description rapide des salons et puis surtout de l'évocation des trajectoires, ben, voilà, recrutement, le premier de tous les réseaux, c'est la famille. Il y a des liens de parenté. Certaines artistes ont un lien de parenté avec un membre honoraire ou avec un membre de la commission. Là, je vous ai cité, je vous ai mis les noms. Voilà, donc effectivement, la famille. Comment est-ce qu'elles arrivent au cercle des femmes peintres? Ben, Félicie Putzeis-Rancy et Mariette Romier, qui sont deux sœurs, étaient apparentées à un membre de la commission. Voilà, donc peut-être qu'elles arrivent comme ça. Un truc intéressant, c'est la contribution conjointe de sœurs. Pratique artistique des femmes, c'est assez étrange, c'est vraiment un phénomène qu'il faudrait étudier, un truc de sœurs. Alors là, on en a plusieurs, les sœurs de Villermont, les sœurs Terlinden, qui sont aussi une dynastie de peintres par ailleurs, les sœurs d'origine russe, Nathalie et Sophie de Bourzow. Donc là, il y a 3 exemples, quand même pas rien. Mais je suis en train de faire l'inventaire de toutes les artistes femmes au 19e sur base d'un dépouillement des salons, des livrets des salons, et je me rends compte qu'en fait, il y en a plein. Il y a plein de couples de sœurs. C'est vraiment un sujet à part qu'il faudrait un jour essayer de comprendre pourquoi il y a une dynamique sororale au 19e siècle. Donc il y a vraiment plein d'exemples, je suis en train de les lister, là je suis assez frappé par ça. J'ai pas d'explication. Beaucoup d'épouses de peintres. Alors je viens de dire qu'en général, le mariage sonne le glas des vocations artistiques, sauf dans un cas bien précis, que beaucoup de femmes ont un scénario que beaucoup de femmes ont appliqué, justement pour que le mariage ne soit pas la fin de leur vocation. Ben, il y a un truc, c'est de se marier avec un peintre. Voilà. Et donc, c'est le cas de ce que fait Eugénie Beauvois. Elle épouse Edmond Lambriche. Et il y a d'autres exemples du même type. Par exemple, Mathilde de Manet, qui est une Scarbécoise, une bruxelloise qui a vécu à Ixelles et puis à Saint-Gilles, était épouse d'un peintre qui s'appelle Léopold Spécart, membre de la Société libre des beaux-arts. Donc voilà, un couple d'artistes. Comment déjouer l'effet bloquant, l'effet rédhibitoire que le mariage peut avoir sur une vocation artistique? Ben, c'est très simple, se marier avec un artiste lui-même qui comprendra la nature de cette vocation. Donc il y a pas mal de femmes, il y a des femmes de peintres, voilà, c'est ça que je veux dire. Des filles d'eux, ben, bien sûr, hein. Il y a des dynasties, c'est le cas d'Emma Verrouet, voilà, qui était la fille d'Alfred Verrouet, peintre spécialisé dans la représentation du bétail bovin. Figurez-vous, Verrouet, c'est un spécialiste de la vache. Alice Rohner, qui vient aussi d'une dynastie d'artistes.
Jeanne Jacobs, c'était la fille de Jacob Jacobs, qui était le prof de peinture à l'Académie d'Anvers. Donc voilà, des filles d'eux. Et enfin, des couples d'artistes. Là, je viens d'en parler, je me répète, je viens d'en parler. Donc voilà, slide suivant. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, on organise des salons et des expositions. Alors, pardon, je vois que la mise en page, a un petit peu bougé. Voilà, ça, c'est les joies du direct. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, 4 expositions, 400 tableaux, 88 artistes. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on entre dans le détail de ces chiffres, on se rend compte que, en fait, la plupart des artistes exposent à un salon du Cercle des femmes peintres. Donc, il y en a, le Cercle des femmes peintres a fait 4 expos. En général, on participe à une expo. Très peu ont participé à 2, très peu ont participé à 3, et à peine 5%, donc c'est vraiment peu, participent aux 4 salons. Donc celles qui ont fait les 4 salons, comme Gasparoli par exemple, comme les sœurs de Bourzoff dont je parlais tout à l'heure, elles, ça c'est vraiment les motiver, quoi. Voilà, donc, mais il y en a très peu. Alors du coup, on peut se dire, si elles sont très peu à participer à tous les salons, qu'est-ce qu'elles sont what, à quoi ça sert le cercle des femmes peintres? Et ça sert, à mon avis, à deux choses. D'abord, à quand même montrer des tableaux dans un contexte qui n'était pas évident. Il y avait bien sûr les salons, mais ce n'était pas évident non plus. On voyait bien qu'il y avait un marché qui était en train d'apparaître, et je pense qu'elle ne voulait pas rater le train du nouveau marché qui était en train d'apparaître parallèlement au salon public. Et donc, il est possible que, comme les 20, et comme la libre esthétique après les 20, elles aient eu un objectif, et c'est tout à fait louable, hein, un objectif commercial pour se professionnaliser. Quand on ne vient pas d'un milieu fortuné, même si beaucoup d'entre elles venaient d'un milieu fortuné, de la noblesse notamment, il faut quand même pouvoir vendre des tableaux, hein. Et donc, il est possible qu'il y ait eu cette ambition commerciale, il est même certain. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a Alfred Stevens dans la liste des membres honoraires. Et j'ai retrouvé 2-3 mentions de vente dans les revues, mais c'est pas énorme. C'est pas énorme, ce qui m'amène à dire que, alors on voit que plus au début, il y a beaucoup de participantes, au deuxième salon aussi, puis au troisième, ça commence à diminuer, au quatrième, il y en a moins qu'au troisième. Et donc, on voit que ça diminue, ce qui m'amène à penser, mais j'ai aucun document qui pourrait confirmer ça, qu'il est possible qu'elles aient elles-mêmes perçu leur entreprise comme un échec commercial. Voilà. Qui les a amenées à un moment donné, arrêter, parce que je ne sais pas pourquoi, en fait. Elles ont arrêté en 1893. Pourquoi est-ce qu'elles arrêtent au quatrième salon? Je ne sais pas. Donc peut-être que peut-être l'échec commercial, en gros, c'est beaucoup de travail, beaucoup de logistique, pour finalement un résultat peu efficace. Donc voilà, il est possible, c'est possible. C'est une hypothèse qui mériterait d'être étayée, peut-être par la suite. Slide suivant. Alors, première mission, c'est organiser des salons et les montrer. Deuxième mission, selon moi, c'est avoir un effet de levier pour faciliter des participations hors les murs, c'est-à-dire en dehors du cercle des femmes peintres. Et effectivement, on voit que, je ne vais pas entrer dans les détails, mais que la plupart des membres du cercle des femmes peintres, mais quasiment toutes, en tout cas les plus actives, exposent dans ce qu'on appelle les salons triennaux belges, dont je parlais tout à l'heure, donc Bruxelles, Gand, Anvers. Elles y sont de manière systématique, elles les font quasiment toutes. Certaines artistes, c'est le cas de Louise de M, qui est l'auteur du portrait que vous avez ici, qui est un détail. Louise de M, par exemple, c'est vraiment, alors là, Louise de M, machine de guerre. Machine de guerre. Elle fait tous les salons. Je veux dire, Rose Jane Lee, dont je vous parlerai, je vous dirai quelques mots dans un instant, sur une vingtaine d'années, je pense qu'elle en a fait, sur l'ensemble de sa carrière, je pense qu'elle en a fait, je les ai comptés, de mémoire, je me demande s'il n'y en a pas 80. C'est tout le temps, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Donc certaines d'entre elles sont vraiment des machines de guerre, et il est possible qu'il y ait eu vraiment cet effet de levier. Par exemple, une exposition annuelle du Cercle artistique et littéraire de Bruxelles, donc c'est un lieu mondain qui organisait des expositions. Une de ces expositions a été perçue comme quasiment une annexe du Cercle des femmes peintres.
l'exposition internationale de Cologne, elles y envoient quasiment une délégation. Et c'est perçu par la presse comme étant l'arrivée d'un contingent féminin qui est celui du Cercle des femmes peintres. Donc on voit qu'il y a un effet de levier, quoi. Alors l'effet de levier le plus intéressant, je pense, à relever, bah, c'est l'exposition de Chicago de 1893. Qu'est-ce qui se passe à Chicago en 93? Une exposition universelle pour célébrer, je pense, le 400e anniversaire de la découverte des États-Unis, de l'Amérique, pardon, par Christophe Colomb. Et donc, voilà, je ne sais pas si c'était opportun de fêter cet anniversaire-là, mais en tout cas, ils l'ont fait. Et donc, dans le contexte de cette exposition internationale, qui est, je pense, la première à avoir été exposée sur le sol américain, il y a eu des revendications portées par des féministes américaines qui ont dit mais finalement on va célébrer voilà la découverte de l'Amérique, formidable, mais il faudrait que cette célébration ne soit pas entièrement masculine. On veut que l'on mette aussi l'accent sur la contribution des femmes à l'essor du monde. Et donc ce militantisme va déboucher sur la création au sein de l'exposition universelle de Chicago, du Women's Building, le pavillon de la femme. C'est, à ma connaissance, le premier du genre, un pavillon entièrement consacré à la contribution des femmes dans tous les domaines, que ce soit la manufacture, même l'industrie, les sciences, dans à peu près tous les domaines. Mais c'était énorme, hein, c'était vraiment un espace énorme. On a retrouvé des plans. Euh, le bâtiment a été conçu par une architecte femme, qui est, je pense, une des premières, à mon avis, dans l'histoire de l'architecture des femmes. À mon avis, ça doit être une des premières. Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que c'est une des premières. Le bâtiment a été décoré par une peintre qui s'appelle Mary Cassatt, qui est une peintre américaine active dans le contexte de l'impressionnisme à Paris, dont on parle un petit peu maintenant parce que c'est le centenaire de la, c'est un anniversaire de l'impressionnisme, ça va être les 150 ans de l'impressionnisme. Bref, et donc, pour remplir ce pavillon de la femme, qui était quand même consistant, eh bien, ils se sont dit que les États qui participaient à l'exposition universelle allaient envoyer des artistes femmes qui allaient se retrouver dans les salles du Women's Building, du pavillon de la femme. Et c'est ainsi que, slide suivant, c'est ainsi que certaines artistes du groupe des femmes, alors voici le catalogue, un extrait du catalogue, et c'est ainsi que certaines artistes, alors comment est-ce qu'ils ont recruté les artistes femmes? Le recrutement, la sélection des femmes qui vont aller au pavillon de la femme à Chicago est le fruit du travail d'une commission qui a été créée très officiellement par l'État belge et qui a été présidée par la comtesse de Flandre, dont je parlais tout à l'heure, et qui a visité, on le sait parce que ça c'est documenté, qui a visité précisément les salons du Cercle des femmes peintres. Et donc, elle qui préside cette équipe, elle a visité le salon du Cercle des femmes peintres, elle a vu les salons du Cercle des femmes peintres, et ça c'est documenté. On lui demande de sélectionner des artistes femmes à envoyer à Chicago. Vers quoi est-ce qu'elle se tourne? Logiquement, vers le groupe, vers le Cercle des femmes peintres dont elle a visité les salons. Et donc, parmi celles qu'elle a sélectionnées, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais il y en a une qui est Alix Dantan, qui est l'auteur de ce tableau Les Saintes femmes au tombeau, que vous pouvez voir à l'exposition, qui est un tableau intéressant parce que même si le thème iconographique est un thème classique, donc c'est la découverte après la mort du Christ, les trois saintes femmes vont, alors il y a un débat sur l'identité, on ne va pas entrer dans ce débat, mais elles vont avec des aromates et l'huile pour enduire le corps du Christ, et puis elles découvrent que le tombeau est ouvert et que le corps du Christ n'est pas là, et le Christ ressuscité, selon les Écritures, va leur apparaître, et donc d'une certaine manière, elles sont les premières, même à constater, là, si vous voulez, du point de vue de la Bible, la résurrection du Christ et à l'annoncer de manière, à l'annoncer avec effroi d'ailleurs, parce qu'elles ne comprennent pas ce qui se passe. Et donc, d'une certaine manière, l'annonce de la résurrection du Christ passe par les voix des femmes. Et donc, là aussi, de manière très, je trouve, subtile, très délicate, très subtile, très détournée, il y a un message, je pense, qui est envoyé par Alix Danton sur la position des femmes dans la société belge, à travers ce tableau qui est exposé donc au pavillon de la femme et qui va, après l'exposition, être, quelques années après, être acquis par l'État belge et qui figure actuellement parmi la collection des musées royaux des beaux-arts. Alors, slide suivant.
Ben voilà, pour terminer, je vois qu'il est 19h23, donc il reste 10 minutes, un quart d'heure, peut-être pour voilà, peut-être attirer votre attention sur quelques-uns de mes coups de cœur. Donc elles sont 88, hein, donc on va pas les passer tout en revue. J'avais envie de vous parler de Marie Bashkirtsev, qui est l'auteur de ce tableau, un parapluie qui a été exposé au Cercle des femmes peintres. Donc ça, c'est un tableau qui a été exposé en 1890 au deuxième salon du Cercle des femmes peintres. Malheureux, on l'a retrouvé, figurez-vous, mais malheureusement, voilà, c'est un tableau qui est conservé au musée de l'Ermitage. Situation géopolitique est un petit peu compliquée pour solliciter un prêt d'un musée russe. Donc, et puis de toute façon, je pense que sur un plan budgétaire, je pense que ça aurait été compliqué. Mais bon, bref, donc on a ce tableau à parapluie qui est peint par Marie Bashkirtsev, qui est issue de la noblesse russe, qui a fait toute sa carrière en France. Elle se forme dans une académie privée qui est l'Académie Julian, où elle va rencontrer d'ailleurs Louise de M et d'autres membres du Cercle des femmes peintres. Et je pense, j'en ai pas parlé tantôt, mais je suis quasiment certain que c'est par le prisme de l'Académie Julian que Bashkirtsev va arriver au Cercle des femmes peintres. Elle y arrive à titre posthume, figurez-vous, puisqu'elle décède à l'âge de 26 ans. Donc, c'est un tableau qu'elle peint quand elle est toute jeune, hein, 83, elle a 25 ans quand elle peint le tableau que vous avez sous les yeux, qui est en fait un tableau un peu prémonitoire, puisque c'est une jeune fille en deuil qui vous regarde et qui transperce littéralement le tableau et qui vous saisit de son regard. Elle était également Marie Bashkirtsev, membre de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, et elle a eu, donc voilà, à coup sûr, elle aurait participé au Cercle des femmes peintres, puisqu'elle était membre de l'Union des femmes peintres et sculpteurs créée en France en 81. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui a aussi, pour clore ce que j'avais à vous dire, on pourra en parler longuement, hein, mais c'est quelqu'un qui a aussi milité, figurez-vous, sous un pseudonyme. Elle a pris un pseudonyme pour publier des articles dans la presse dans lesquels elle milite pour l'inclusion des femmes dans les institutions culturelles et dans les concours artistiques. Donc un travail de militance qui explique aussi pourquoi peut-être dans ce cercle des femmes peintres, il y a effectivement une dimension féministe parce que militante. Slide suivant. Voilà. Henriette Calais, ça c'est une artiste d'origine bruxelloise, elle vivait à Villevorde, figurez-vous, mais c'est à Namur qu'elle va lancer sa carrière. Henriette Calais, machine de guerre, elle aussi. En une vingtaine d'années, elle fait plus de 30 salons. Donc, c'est quand même beaucoup. Voilà, presque en moyenne, certaines années, elle en faisait quasiment deux. Elle commence vraiment à Namur, dans les établissements culturels namurois. C'est là qu'elle se lance. C'est une des toutes premières étudiantes, il faut quand même le dire, c'est une des toutes premières étudiantes qui s'est inscrite à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles lorsqu'en 1889, l'Académie s'ouvre, enfin accepte des étudiantes, eh bien, qui s'inscrit? Henriette Calais. Elle n'est pas la seule, mais Henriette Calais s'inscrit et elle expose en 1892 au Cercle des femmes peintres. C'est ce qui va lancer sa carrière à Bruxelles. Et à partir de ce moment-là, elle va commencer à fréquenter les cénacles symbolistes. Le tableau que vous avez sous les yeux est un tableau symboliste qui s'appelle Les âmes solitaires, voilà, qui montre un petit peu la vie de l'âme, l'errance de l'âme dans un paysage complètement éthéré, des corps sans pesanteur, probablement la même personne démultipliée 4 fois. Et donc, elle va exposer, figurez-vous, cette aquarelle au Salon d'art idéaliste de Jean Delville, qui est un artiste symboliste qui va drainer pas mal de monde autour d'elle, lui. Et Delville va repérer Henriette Calais et va l'intégrer à ses salons. Slide suivant. Alors, Louise de M, dont on a déjà parlé un petit peu, alors elle fréquente l'atelier de Stevens, elle rencontre Marie Gasparoli à cette occasion-là, elle fréquente l'Académie Julian, elle fréquente à ce moment-là Marie Bashkirtsev, dont on vient de parler, carrière très remplie, là aussi, machine de guerre de nouveau, enfin, très active,
quasiment tous les salons triennaux. Elle se fait remarquer au salon de Paris, ce qui est quand même pas rien. Elle a une médaille, je pense, ou une mention, donc elle se fait remarquer. Elle participe au troisième salon du Cercle des femmes peintres en 1892. Et c'est intéressant parce que vous voyez que, à travers ce tableau Misère, eh bien, c'est pas que de la peinture florale. Beaucoup de femmes faisaient de la peinture florale parce que la peinture florale et la nature morte sont des sujets qui ne prêtent pas le flanc à des polémiques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des thématiques sociales investies ici par Louise de M, qui fréquentera, qui sera aussi sélectionnée pour aller à Chicago en 1893. Slide suivant. Alors, ben voilà, Marie Eyermans, ça c'est un cas de figure vraiment intéressant. C'est une artiste d'origine hollandaise, donc elle vient des Pays-Bas. Elle se forme à l'Académie de Rotterdam et de La Haye, donc elle a une formation académique à la base. Elle passe à l'atelier de Blanc-Garin, dont je vous ai montré le tableau de Dagmar de Furugelm tout à l'heure. Probablement que c'est par le biais de l'atelier de Blanc-Garin qu'elle va entrer au Cercle des femmes peintres, où elle va exposer le tableau qui se trouve ici à droite de l'écran, qui est une ébauche, c'est une esquisse pour une scène d'hôpital. C'est une esquisse pour une scène d'hôpital. C'est une esquisse. Le tableau abouti a été exposé au Salon de Paris, où là, elle va obtenir une mention. Cette mention qu'elle obtient au Salon de Paris avec la version aboutie de l'esquisse que vous avez sous les yeux va lui permettre de décrocher une bourse qui va lui permettre de revient 2 secondes, qui va lui permettre de séjourner en Belgique. Elle expose ce tableau, donc une salle à l'infirmerie, la version aboutie, elle expose au Salon de Bruxelles. Et ce tableau va être acheté pour une somme quand même assez élevée, 5000 francs belges, c'est énorme. 5000 francs belges, c'est 5 fois le salaire annuel d'un ouvrier. Donc, je vous laisse calculer le salaire annuel d'un ouvrier. Vous faites x 5 et vous avez le prix qui a été payé pour mettre ce tableau, pour accrocher ce tableau à la Maison du Peuple de Victor Horta, figurez-vous, qui a été détruite et je ne sais pas ce que le tableau est devenu. Et peut-être pour terminer, comment Marie Eyermans, elle est l'auteur de ce tableau qui est ici à gauche de l'écran, Une victime de la misère. Je vous en parle parce que ça montre qu'il y avait quand même des sujets polémiques abordés par le Cercle des femmes peintres. Ça, c'est un tableau qui n'a pas été exposé au Cercle des femmes peintres, qui a été exposé au Salon de Bruxelles en 1890, en 1897, et qui va avoir des ennuis, qui va tirer des ennuis à Marie Eyermans. Donc, c'est une représentation frontale de la prostitution. Donc, on a le client qui est dans le fond du tableau, et à l'avant-plan, on a cette personne qui est de toute évidence accablée par ce qu'elle vient de vivre, donc une représentation frontale de la prostitution. Ce tableau est exposé au Salon de Bruxelles en 1897. Il a été retiré des Simèzes en raison de la visite de Léopold II. Et les organisateurs du salon ne voulaient pas prendre le risque que Léopold II soit choqué lors de sa visite par cette scène de prostitution. Ils ont donc retiré, ils ont censuré d'une certaine manière l'artiste, ils ont retiré ce tableau et ils ont mis à la place un portrait d'un quelconque homme politique hollandais sans le moindre intérêt. Et Marie Eyermans a très mal vécu ça. Elle a intenté une action en justice. Elle a fait un procès contre l'organisateur du salon. La justice a été expéditive. Elle a tout perdu. Elle a complètement perdu son procès. L'affaire est remontée jusqu'aux oreilles des autorités hollandaises qui ont décidé de stopper sa bourse. Elle a donc perdu ses moyens de subsistance à cause de ce tableau et du procès qu'elle en a fait. Et elle a dû retourner chez elle, chez ses parents. Mais l'affaire se conclut quand même pas trop mal pour elle parce que elle a tenu à rencontrer un journaliste hollandais qui l'a soutenu dans ce procès et avec lequel elle va finir par se marier. Donc voilà, l'issue sera quand même heureuse pour elle, mais voilà, un passage quand même compliqué. Alors peut-être, slide suivant, ça c'est Rose Jane Lee, mais je vois qu'il est déjà 19h30, donc je vais peut-être tout doucement clôturer. Par slide suivant, on va passer ça. Marie de Bièvre. Alors ça, juste pour l'évoquer, avant de vous montrer un dernier tableau, le tableau de gauche, cette nature morte, qui s'appelle Musique,
qu'on peut voir à l'exposition, et le tableau de droite aussi, on peut voir ces deux tableaux à l'exposition. J'ai choisi d'exposer musique, donc le tableau de gauche, parce que c'est le tableau qui lance Marie de Bièvre, qui lance la carrière de Marie de Bièvre. Elle a 17 ans lorsqu'elle peint ce tableau et lorsqu'elle expose ce tableau au Salon Triennal d'Anvers en 1882. Elle a à peine 17 ans. Voilà, c'est ce tableau qui lance sa carrière. Elle va avoir une carrière entièrement consacrée à la nature morte. Elle fréquente beaucoup de cercles, beaucoup de collectifs. Elle fréquente notamment Rose Genly. Si on peut revenir au slide précédent, s'il te plaît, 2 secondes. Elle fréquente cette artiste franco-irlandaise, Rose Genly, qui est une artiste intéressante aussi, voilà, qui a été très proche d'un autre peintre qui s'appelle Theodor Verstraete, qui est un membre fondateur des 20. Le seul truc que je dirais je peux vous en parler longuement, hein, de Rose Genly, dans le genre peintre hyperactive, c'est elle qui a fait 80 salons. Entre 1882 et 1914, donc sur une trentaine d'années, 80 salons. Vraiment, elle les fait tous, quoi. Vraiment hyper active. Et très proche de Theodor Verstraete, qui est un membre fondateur des 20. Et je trouve que là, pour le coup, Verstraete aurait quand même pu se secouer un peu et mettre la pression sur les organisateurs du Salon des 20 pour qu'ils ouvrent les Simèzes à cet artiste dont il était proche finalement, mais il devrait plus l'inviter, mais il ne l'a pas fait. Bref, donc du coup, elle va se retrouver à l'Union des femmes peintres et sculpteurs et dans d'autres collectifs comme le Cercle des femmes peintres, dont elle a été une participante zélée. Slide suivant. Slide encore suivant, c'est le dernier que je vais vous montrer. Voilà, il est 19h35, donc donnez-moi encore 2-3 minutes, peut-être pour terminer ce que j'avais ce que j'avais envie de vous partager. Ce tableau, alors pardon pour la photo ne rend pas hommage à ce tableau de Rosa Vennemann, dont je voulais vous parler pour terminer pour une raison bien précise. Rosa Vennemann, c'est quelqu'un qui vient, comme Terlinden ou comme Alice Rohner, dont on parlait tout à l'heure, d'une famille d'artistes. Ou comme Marguerite Verboekhoven. Chez les Vennemann, on est artiste de génération en génération. C'est une dynastie qui traverse le 19e siècle. C'est une peintre animalière. Figurez-vous que comme Alfred Verroë, elle s'est spécialisée dans la peinture de bétail et comme vous le voyez, dans la peinture de vaches. Son truc, c'est la vache. Elle peint des vaches, c'est comme ça. C'est comme Verroué. Verroué peint des vaches. Voilà. Il paraît qu'il existe un Verroué sans vache. Voilà. Tableau rarissime. Donc, Rosa Vennemann, son truc, c'est la peinture de bétail, et en particulier de la vache. J'en déduis, quand on voit le nombre de tableaux de vaches et de gens qui peignent des vaches, j'en déduis qu'il devait y avoir un marché pour la peinture de vaches au 19e siècle. Donc, elle se positionne sur ce segment-là, si j'ose dire. Elle est formée par un artiste qui s'appelle Louis Dubois, donc elle se forme dans un atelier, je n'oserais pas dire dans un atelier privé, mais elle se forme auprès de Louis Dubois, un peu comme Rose Genly s'était formée auprès de Theodor Verstraete. Et je vous en parle parce qu'elle est assez proche de Rops, en fait. Sachant que le musée Rops abrite cette exposition, il y a une connexion qui se fait. Elle fréquente Rops assez jeune, en fait, en 1873, elle commence à fréquenter Rops. Et puis, en fait, elle perd son papa, alors elle s'installe du coup à Paris en 1875 avec sa maman, et elles vont même tenir un salon, donc c'est-à-dire un événement mondain où elle recevait des gens. Elle tient un salon, en fait, Rosa Vennemann avec sa mère, et un salon qui sera fréquenté par Rops d'ailleurs. Elle rencontre une artiste française assez connue, qui est aussi une peintre de paysage et une peintre animalière, qui s'appelle Rosa Bonheur. Elle va à l'atelier de Rosa Bonheur qui se trouve à ce moment-là à Fontainebleau. Donc elle fait le voyage jusque Fontainebleau. C'est pas très loin de Paris. Hein. Paris-Fontainebleau, c'est 1h15 de train. Donc elle va jusqu'à l'atelier de Rosa Bonheur parce qu'elle voulait vraiment la rencontrer. Voilà, c'est quelqu'un qui va exposer beaucoup d'expositions, donc très active aussi là, dans le genre peintre très très actif, très pro, mais ça se passe pas très bien pour elle en réalité. Elle vit dans une certaine précarité. Elle va devoir travailler en usine, figurez-vous, pour subvenir à ses besoins et probablement à ceux de sa maman aussi. Elle va prendre des risques, notamment en vendant son fonds d'atelier dans une salle de vente qui s'appelle Drouot, que vous connaissez ne fût-ce qu'à travers la chanson de Barbara. Barbara évoque hein, cette salle de vente Drouot, et en fait, ce qui se faisait, eh bien, c'est que les artistes qui étaient vraiment dans la dèche
mettaient leur fonds d'atelier en vente ou mettaient un corpus d'œuvres qui leur appartenait en vente aux enchères, donc sur plutôt un premier marché chez Drouot. Ça se faisait. C'est un risque, évidemment, que les artistes prenaient, parce que si le tableau est vendu et que c'est bien vendu, ben, ça va, mais s'il n'est pas vendu, ben, il est considéré comme étant brûlé, c'est le terme qu'on utilise, et donc il sera difficile à écouler, quoi. Il y a des artistes célèbres, hein, qui ont fait ça, donc elle n'a pas inventé le truc, si vous voulez. Monet, par exemple, Monet, qui vient d'une famille pas très riche, a pris le risque aussi de vendre des tableaux chez Drouot en vente publique, donc sous forme de vente aux enchères. Sauf que ça va bien se passer pour Monet, mais pour Rosa Weidman, ça va pas bien se passer du tout. Donc sa précarité va encore augmenter. En désespoir de cause, elle organise une exposition dans son atelier, figurez-vous, en 1891. Et là, c'est un échec. De nouveau, elle le vit extrêmement mal, à tel point qu'elle va avoir un problème de santé mentale et elle va être internée dans une institution psychiatrique. Et donc, c'est vraiment très, très, très difficile pour elle. Et on doit, en fait, et j'en parle et je terminerai ma conférence sur ça, on doit à Félicien Rops, figurez-vous, sa sortie de l'institution psychiatrique où elle était. C'est Rops, en fait, qui a agi, parce qu'il la connaissait depuis longtemps, depuis quasiment une vingtaine d'années, presque une vingtaine d'années, lorsqu'elle est internée en 1891. Donc c'est Rops qui est intervenu pour la sortir, en fait, de cet institut psychiatrique. Il va lui trouver, c'est quand même pas rien, il va lui trouver un atelier en périphérie parisienne, en banlieue parisienne. Il lui trouve un atelier, il lui organise même une exposition, en fait, dans son atelier, mais pas dans le but de la remettre en selle, si vous voulez. Donc Rops, voilà, intervient quand même de manière personnelle vis-à-vis de Rosa Weidman pour la sortir de l'enfer de cette institution psychiatrique et pour la remettre en selle, en fait, pour lui remettre voilà, une palette, des pinceaux, un atelier, et pour lui permettre de se relancer. Voilà, intervention personnelle de Rops, sur laquelle je voulais terminer cette conférence. Voilà, je n'en dirai pas davantage, il est 19h40, donc je vais arrêter ici, et si vous avez des remarques ou des réactions ou des questions.